Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux ensembles documents assez différents à première vue, mais en fait très connectés. Oui, tout à fait. D'un côté, on a des conseils très très pratiques, des témoignages aussi, parfois un peu alarmants, sur l'achat de terrain, surtout les terrains constructibles. On va essayer de voir ce qu'il faut absolument vérifier pour éviter les pièges. Et de l'autre côté, on a une analyse assez fouillée d'un cabinet d'expertise en bâtiment à Lyon, AEB 360. Comment est-ce qu'une entreprise comme ça se positionne, construit sa réputation de référence, surtout dans un domaine aussi technique et où la confiance est essentielle. Voilà. Notre mission aujourd'hui, essayer de distiller l'essentiel de tout ça, que ce soit pour quelqu'un qui envisage un projet de construction ou pour quelqu'un qui aurait besoin d'un expert fiable. L'idée, c'est de repérer un peu les signaux d'alerte d'un côté et les gages de qualité de l'autre. Exactement. Et ce qui est frappant, vous l'avez dit, c'est le lien entre les deux thèmes. Parce que la complexité, les risques potentiels, quand on achète un terrain, on va y venir, eh bien ça souligne parfaitement pourquoi on peut avoir besoin, à un moment donné, d'un œil extérieur. Un œil indépendant, compétent. Mhm. Et l'analyse d'AEB 360, justement, elle nous donne des clés sur ce qui fait cette expertise recherchée. On passe en quelque sorte de la vigilance personnelle, de ce qu'on peut faire soi-même, à la nécessité parfois d'une validation par un professionnel. C'est ça. Alors, commençons par le terrain, justement, avec une histoire qui donne vraiment à réfléchir, qui est tirée d'une vidéo. Ça se passe du côté de Tourosel, dans l'Aude. D'accord. Un terrain, imaginez un presque 2 hectares, tout près de la rivière, très très arboré à l'origine, est vendu pour seulement 8 000 euros. Ah oui, 8 000 euros pour quasiment 2 hectares. Ça fait rêver, c'est sûr. Pour un potager, l'eau à proximité. Exactement. Le genre d'annonce qui attire l'œil, quoi. Mais, comme on peut s'en douter, il y a un mais. J'imagine, oui. Et c'est là que ça devient vraiment instructif. Le piège, c'est la rivière elle-même, l'Aude. Le terrain, en fait, il est en zone inondable. Ah, Et pas juste un peu, hein. La vidéo raconte qu'en 1999, et puis de nouveau il y a quelques années, tout a été complètement submergé, carrément transformé en lac, même s'il y avait un dénivelé apparent de 3 mètres. incroyable. Même avec 3 mètres de dénivelé. Ouais. Et la vidéo montre même que le terrain a changé récemment, beaucoup moins d'arbres qu'avant, des vignes qui ont été plantées, des traces de bulldozers. D'accord, et la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que le vendeur avait signalé ce risque? Ce risque majeur d'inondation? Apparemment non, pas du tout. Et c'est la leçon que tire le vidéaste. Méfiance absolue. Vérifier, vérifier, vérifier. Il parle d'un terrain dangereux, d'une catastrophe potentielle qui aurait pu être évitée en se renseignant avant. Voilà. En allant en mairie, en demandant au notaire avant de signer quoi que ce soit. C'est une illustration parfaite, malheureusement, de cette nécessité d'aller creuser, d'aller au-delà des apparences. Et les sources qu'on a fournies, elles regorgent justement de points de contrôle, de choses à vérifier. On pourrait peut-être les regrouper un peu par thème pour y voir plus clair. Bonne idée, oui. Il y a d'abord tout ce qui concerne la localisation, l'environnement immédiat du terrain. Ah oui, le grand classique, est-ce qu'on veut être proche de tout, le travail, les écoles, les commerces, ou est-ce qu'on cherche le calme absolu à la campagne? Les sources comme Robin Bagary ou le blog ont fait construire, elles disent bien que c'est un arbitrage clé. Oui, et ça influence directement le prix, bien sûr. Un conseil qui revient souvent d'ailleurs, c'est parfois de privilégier l'emplacement, quitte à accepter un terrain un peu plus petit. Hmm. Mais au-delà de ça, de cet arbitrage proximité-calme, qu'est-ce qu'il faut regarder de près dans l'environnement proche? Plusieurs choses auxquelles on ne pense pas forcément. Le vis-à-vis, bien sûr, ça c'est évident, mais aussi les nuisances sonores. Une route passante, Oui, une voie ferrée, pas loin, un voisin peut-être un peu bruyant. Stéphane Mur, dans sa vidéo, insiste beaucoup là-dessus. d'accord. Le bruit, mais aussi les odeurs potentielles. Le microclimat local. Est-ce qu'il y a des vents dominants particuliers? La sécurité du quartier. Et un conseil très simple, mais qui revient partout, allez visiter le terrain à différents moments. Le matin, le soir, en semaine, le week-end. Ah oui, c'est malin ça. Ça peut révéler des choses cachées. Exactement. Et puis, il faut essayer d'anticiper un peu l'avenir du quartier. Comment on fait ça? Savoir si une usine ou un grand immeuble ne va pas pousser juste à côté de notre futur jardin. Alors là, l'outil indispensable, c'est le plan local d'urbanisme, le fameux PLU qu'on consulte en mairie. Il donne les règles de construction,
le zonage, ce qui est constructible, ce qui ne l'est pas. Et il faut aussi demander si des permis de construire ont été déposés récemment aux alentours. C'est un point sur lequel Robin Bagary et David Lacalle insistent bien. Et vérifier aussi les zones agricoles ou naturelles voisines, qui elles sont normalement protégées et non constructibles. Ok, donc localisation, environnement proche, bruit, odeur, évolution future via le PLU, c'est noté. Mais après, il y a toute la partie administrative, réglementaire, non? Ça, c'est souvent un vrai casse-tête. Ah oui, là on entre dans le dur. Le PLU, on vient d'en parler, c'est vraiment central. Il fixe les règles du jeu. La hauteur maximale de la maison, l'emprise au sol autorisée, les distances à respecter par rapport aux voisins, parfois même l'aspect extérieur des constructions. Il faut tout lire en détail, j'imagine. Il faut surtout obtenir un certificat d'urbanisme écrit. C'est un document officiel qui confirme que le terrain est bien constructible et qui résume toutes ces règles applicables. C'est la base de la base. D'accord. Et ensuite, il y a les risques géologiques, comme l'inondation de l'exemple de Tourouzel. Exactement. Ces risques sont recensés dans le plan de prévention des risques, le PPR, qu'on peut aussi consulter en mairie. Il liste tous les aléas, les inondations, bien sûr, mais aussi les glissements de terrain, les anciennes carrières ou mines. Mhm. Et un risque très important, parce que très répandu et potentiellement coûteux, le retrait-gonflement des argiles. Si le sol est argileux, il peut bouger avec l'humidité et causer de grosses fissures si les fondations ne sont pas adaptées. Ah oui, j'en ai entendu parler. Comment on sait s'il y a ce risque? Le PPR l'indique. Et il y a aussi le site gouvernemental Géorisque que David Lacalle mentionne, qui est une très bonne ressource pour ça. Il faut vraiment vérifier ce point sur les argiles. Ok. Et il y a aussi ces histoires de servitude. C'est quoi exactement? Des sortes de droits cachés sur le terrain? C'est un peu ça, oui. C'est un autre point de vigilance crucial. Une servitude, ça peut être un droit de passage accordé à un voisin pour accéder à sa parcelle. Ah oui? Ça peut être des canalisations enterrées, publiques ou privées, qui traversent le terrain. Robin Bagary donne l'exemple du canal de Provence. Ça peut être des règles qui limitent la vue ou la hauteur de construction à certains endroits. Et comment on découvre ça? Ce n'est pas forcément visible? Non, justement, c'est le rôle du notaire de vérifier tout ça. Ces servitudes sont normalement inscrites au registre foncier, au service de la publicité foncière. Il faut aussi regarder s'il n'y a pas d'autres contraintes spécifiques. Comme quoi, par exemple? Par exemple, si le terrain est proche d'un monument historique, il faudra l'avis de l'architecte des bâtiments de France, l'ABF, et ça peut être contraignant. Ou s'il est dans un lotissement, il peut y avoir un règlement de lotissement, qui est parfois plus strict que le PLU. Attention aussi au cahier des charges du lotissement, lui, il est permanent. Bon sang, c'est Danso. On a l'impression qu'il faut devenir un mini-expert en urbanisme et en droit juste pour acheter un bout de terrain. C'est un peu ça. Ou alors bien s'entourer. Mais on n'a pas encore parlé du terrain lui-même, de ses caractéristiques physiques. Qu'est-ce qui est vraiment crucial à regarder? Alors, qu'est-ce qui ressort des sources là-dessus? Deux aspects majeurs, vraiment. Premièrement, la topographie, la forme du terrain. Un terrain plat, c'est le plus simple et souvent le moins cher à construire. Une pente. Bon, ça peut offrir une belle vue, c'est vrai. Mais attention, ça engendre quasi systématiquement des surcoûts importants. Il faut prévoir du terrassement, parfois des murs de soutènement, une gestion spécifique de l'eau de pluie, peut-être même un sous-sol ou une construction sur pilotis. Ah oui, ça chiffre vite. Toutes les sources sont unanimes là-dessus. Les 23 critères, la vidéo de Stéphane Mur. L'orientation de la pente est importante aussi. Et il faut se méfier des terrains en forme de cuvette où l'eau risque de s'accumuler. D'accord. La pente, c'est un point clé pour le budget. Et le deuxième aspect physique crucial? Alors ça, c'est la question technique que beaucoup de gens sous-estiment et qui peut faire exploser le budget construction. C'est la nature du sol. C'est-à-dire? Savoir s'il y a des cailloux. Bien plus que ça. Est-ce que le sol est rocheux? Argileux, on en a parlé, avec le risque de retrait-gonflement. Est-ce que c'est un sol qui a été remblayé, donc potentiellement instable? Tout ça a un impact énorme sur le type de fondation nécessaire pour la maison. Et donc sur le coût des fondations. Exactement. Le coût peut varier du simple au triple, voire plus. Toutes les sources insistent là-dessus. Il faut absolument savoir ce qu'il y a sous la surface avant d'acheter. Et c'est là qu'intervient la fameuse étude de sol géotechnique, j'imagine. Elle est essentielle. Le conseil qui revient absolument partout, c'est d'exiger sa réalisation avant de signer l'acte de vente définitif. Il faut mettre une clause suspensive dans le compromis de vente, conditionnant l'achat au résultat de cette étude. C'est possible ça.
D'imposer une étude de sol avant d'acheter? On peut le négocier, oui, via cette clause suspensive. C'est fortement recommandé. D'ailleurs, David Lacalle rappelle que la loi Elan a rendu obligatoire une première étude, dite géant, pour la vente de terrain dans les zones considérées à risque argileux moyen ou fort. Ah, donc c'est parfois obligatoire maintenant. Oui, pour la vente. Mais attention, cette étude géant, c'est surtout une première information sur le risque. Elle ne suffit généralement pas au constructeur pour dimensionner précisément les fondations. Lui, il demandera quasiment toujours une étude G2, plus approfondie. D'accord. Donc, il faut anticiper ce coût supplémentaire et la démarche pour faire réaliser cette G2. Absolument. Il faut l'intégrer dans son budget et son planning. Bon à savoir. Et rapidement, deux autres points souvent mentionnés, l'orientation et la viabilisation. Oui, l'orientation c'est important, surtout si on vise une maison un peu bioclimatique, économe en énergie. Une orientation sud, pour les pièces de vie, c'est idéal pour profiter des apports solaires gratuits en hiver. Mais il faut faire attention aux ombres, non? Exactement. Il faut vérifier les masques solaires. Est-ce qu'il y a des bâtiments voisins, des grands arbres, une colline au sud qui pourrait cacher le soleil, surtout l'hiver quand il est bas? Ok. Et la viabilisation? C'est le raccordement au réseau, c'est ça. C'est ça. Eau potable, électricité, téléphone fibre et assainissement. Est-ce que le terrain est déjà raccordé? Ou est-ce que les réseaux passent juste en bordure? Ou est-ce qu'ils sont plus loin? Et ça change tout pour le portefeuille. Ah oui, si le terrain n'est pas viabilisé, il faut prévoir le coût des raccordements. Et ça dépend énormément de la distance au réseau existant. Ça peut aller de quelques milliers d'euros à parfois 15 000, 20 000 euros, voire plus. Ah oui, quand même. Il faut bien se renseigner en mairie ou auprès des concessionnaires. Et attention à l'assainissement. Est-ce qu'on peut se raccorder au tout à l'égout, assainissement collectif, ou est-ce qu'il faudra installer un système individuel? Une fosse septique, une microstation, ce n'est pas le même coût ni les mêmes contraintes. Et un point qui revient aussi, la gestion des eaux de pluie. Oui, de plus en plus de mairies imposent de gérer les eaux de pluie sur la parcelle elle-même, via des systèmes d'infiltration ou de rétention. Encore un coût potentiel à prévoir. Sans oublier, j'imagine, l'accès au chantier pour les gros camions. Très juste. Robin Bagary donne un exemple parlant. Un pont limité à 3,5 tonnes sur la route d'accès. Ça complique tout. Et puis, bien sûr, vérifier la couverture mobile et l'accès à Internet haut débit. C'est devenu essentiel aujourd'hui. Bon, on comprend bien que le prix affiché du terrain, c'est juste la partie visible de l'iceberg. C'est exactement ça. Les sources estiment que le terrain lui-même, c'est souvent autour de 25-30% du coût total du projet de construction. Il faut absolument ajouter les frais de notaire, le coût de la viabilisation si besoin, le coût de l'étude de sol G2, les éventuels surcoûts de construction liés aux spécificités du terrain, la pente, les fondations spéciales. Et les taxes? Il ne faut pas oublier les taxes. Surtout pas. Il y a la taxe d'aménagement, dont le taux varie selon les communes et qui peut être assez élevé. La taxe foncière, bien sûr, et parfois une participation financière à l'assainissement collectif, PFAC, ou une taxe de raccordement à l'égout. David Lacalle cite un exemple de 3 200 € à Bayonne, rien que pour ça. Waouh! Donc, le conseil numéro 1 qui ressort de toutes ces lectures, c'est vraiment définissez votre enveloppe budgétaire globale avant même de commencer à chercher le terrain. Ok, message reçu. Acheter un terrain, c'est une vraie enquête, presque une investigation policière. Il faut aller à la mairie pour le PLU, les risques, les projets futurs. Voir le notaire pour les servitudes, l'historique. Exiger l'étude de sol. Chiffrer précisément la viabilisation, les accès, les taxes. Et surtout, ne jamais se fier uniquement aux belles paroles du vendeur ou de l'agent immobilier. C'est exactement ça, être extrêmement vigilant. Et toute cette complexité, tous ces pièges potentiels, ça nous amène assez logiquement à la deuxième partie de notre discussion. Quand et comment est-ce qu'on fait appel à un expert en bâtiment? Parce que là, on voit bien qu'on peut vite être dépassé. C'est une excellente transition, en effet. Parce que face à tous ces enjeux techniques, financiers, juridiques, parfois, le recours à un expert indépendant peut s'avérer non seulement précieux, mais parfois indispensable pour sécuriser son projet ou défendre ses droits. Justement, on a reçu cette analyse assez détaillée du cabinet AEB 360 à Lyon. Elle décortique ce qui se fait selon la source qui l'a rédigé, leur réputation et leur position de référence sur ce marché. Qu'est-ce qui ressort principalement de cette analyse? Pourquoi sont-ils considérés comme un leader? Alors, l'analyse utilise un cadre d'évaluation qu'on appelle IEAT. Ça veut dire expérience, expertise, autorité et fiabilité.
Trustworthiness en anglais, et elle met en lumière plusieurs éléments stratégiques chez AEB 360. Le tout premier, et c'est vraiment martelé, c'est leur insistance quasi obsessionnelle sur leur indépendance. À le fameux slogan, enfin leur credo, AEB 360 n'a rien à vous vendre. C'est ça? C'est tout à fait ça. Ils le répètent sur tout et tout. Ils n'ont absolument aucun lien, aucune affiliation avec des entreprises de construction, des artisans ou des compagnies d'assurance. D'accord. Leur objectif affiché, c'est de fournir la vérité technique et d'évaluer les solutions en toute objectivité. C'est vraiment la pierre angulaire de leur positionnement et de la confiance qu'ils essaient de bâtir. C'est la base de leur image. De la confiance qu'ils veulent inspirer, quoi. Exactement. Et c'est d'ailleurs directement lié à un choix stratégique fort qu'ils ont fait, celui de se positionner comme expert d'assuré. Alors, quelle est la différence avec un expert d'assurance plus classique, celui qu'on rencontre après un dégât des eaux par exemple? Eh bien, l'expert d'assurance classique, il est mandaté et il est payé par la compagnie d'assurance. L'analyse qu'on a reçue pointe ici un conflit d'intérêts potentiel. Est-ce que cet expert ne pourrait pas être incité, consciemment ou non, à minimiser le montant de l'indemnisation pour le compte de l'assureur? Ah oui, vu comme ça. AEB 360, eux, se positionnent exactement à l'inverse. Ils sont mandatés et payés par le sinistré, par l'assuré lui-même. Leur mission affichée, c'est de défendre ses intérêts à lui et de l'aider à obtenir une indemnisation équitable, qui corresponde réellement au préjudice subi. C'est un argument commercial et de positionnement très fort. D'accord, je vois. Et l'analyse dit aussi qu'ils sont très ancrés localement. Oui, tout à fait. Elles soulignent leur expertise qu'elles qualifient d'hyper-locale, principalement sur le Rhône, le 69, l'Ain 01 et l'Isère 38. Leur connaissance des problématiques spécifiques à cette région, comme les fameuses zones à risque argileux dont on parlait, ou les particularités du bâti ancien à Lyon, les problèmes d'humidité dans les caves, est présentée comme un atout majeur. Le nom même, Alliance Expert Bâtiment AEB 360, ça suggère une vision complète, non? Oui, l'analyse interprète ce nom comme renforçant cette image de professionnalisme et de vision globale à 360 degrés. Elle compare d'ailleurs leur stratégie à celle d'un concurrent qui aurait une approche plus intégrée, mêlant technique et juridique. AEB 360, eux, mise vraiment sur l'autorité technique pure. Et concrètement, quel type de service est-ce qu'ils proposent? C'est varié? Leur offre semble assez cohérente et elle couvre, on peut dire, deux grands types de besoins. D'une part, il y a tout ce qui est diagnostic et résolution de problèmes existants. Le curatif, en quelque sorte. Voilà, comprendre d'où viennent des fissures, pourquoi il y a de l'humidité, constater des malfaçons après des travaux, pour pouvoir monter un dossier solide. Ils interviennent aussi beaucoup en contre-expertise après un sinistre. Quand l'assuré n'est pas d'accord avec l'évaluation faite par l'expert de l'assurance, ils viennent pour chiffrer de manière indépendante le préjudice, qui est souvent sous-évalué selon eux. D'accord. Et l'autre volet de leur offre, c'est quoi? La prévention. Exactement. Le préventif. Ils proposent notamment un service appelé bilan avant achat. Ça fait directement écho à ce qu'on disait sur les terrains et les maisons. C'est une expertise pour déceler d'éventuels vices cachés ou problèmes majeurs avant de s'engager dans un achat immobilier. Ça peut éviter bien des déconvenues. Certainement. C'est un service à haute valeur ajoutée. Et ils font aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'AMO. Là, ils conseillent le client qui fait construire ou rénover dès la conception ou pendant les travaux, justement, pour essayer de prévenir les désordres, les malfaçons. Il y a une logique là. Oui, l'analyse note une synergie intéressante. C'est parce qu'ils voient tous les jours les conséquences des sinistres et des malfaçons dans leur activité curative qu'ils savent où chercher les problèmes potentiels en amont dans leur activité préventive. C'est un cercle vertueux qui renforce leur expertise. Revenons à cette grille d'analyse, EAT. Comment est-ce que ces différents piliers, expérience, expertise, autorité, fiabilité, s'appliquent concrètement à AEB 360 selon la source? Alors, pour l'expérience, le premier E, l'analyse met en avant leurs années d'activité, dédiées spécifiquement aux pathologies du bâtiment. Elle insiste aussi sur leur connaissance de première main du terrain local, les spécificités lyonnaises, iséroises. C'est validé, selon le document, par des témoignages clients qui mentionnent des résultats concrets obtenus grâce à leur intervention. OK pour l'expérience et l'expertise, le deuxième E. Là, l'analyse pointe leur méthodologie, qui serait rigoureuse, basée sur les normes, les règles de l'art du bâtiment. Elle souligne aussi la clarté de leurs rapports d'expertise, qui sont conçus pour être bien documentés et exploitables juridiquement, si besoin. Il y a aussi un effort de pédagogie mentionné pour vulgariser des points techniques complexes pour leurs clients. Et ils montrent cette expertise? Oui.
Leur contenu en ligne, le blog, les études de cas sur des problèmes locaux comme à Montchalin ou dans les Monts d'Or, peut-être des vidéos, est vu comme une preuve publique de cette expertise. D'accord, et ensuite, il y a l'autorité, le A. L'analyse dit que c'est un différenciateur majeur pour eux. Pourquoi? Alors là, on touche à un point vraiment clé selon le document. Le fondateur du cabinet, Philippe Delaine, est expert de justice reconnu par les cours d'appel. Et ça, ce n'est pas juste un label commercial ou une certification privée. C'est un statut officiel. Tout à fait. C'est un statut officiel conféré par l'institution judiciaire elle-même, après enquête et sélection, à des professionnels considérés comme particulièrement compétents et probes dans leur domaine pour éclairer les juges sur des questions techniques lors de procès. Donc, il travaille pour les tribunaux. Ils peuvent être missionnés par les tribunaux, oui. Ce sont des auxiliaires de justice. Ils prêtent serment, ils sont soumis à une déontologie très stricte d'impartialité, d'indépendance, d'objectivité. L'analyse insiste sur le fait que ce statut est vérifiable publiquement sur les listes officielles des cours d'appel, comme celle de Grenoble pour 2024, qui est mentionnée, et elle fait aussi référence à une formation spécifique à Sciences Po Ex. Et quel est l'impact de ce statut pour le client lambda d'AEB 360? Selon l'analyse, ça donne un poids immense à leur rapport, même en dehors d'un cadre judiciaire. Ça valide leur expertise de manière externe, objective, par une autorité incontestable. C'est un gage très fort de sérieux et de compétence. Ce qui nous amène logiquement au dernier pilier, la fiabilité, le T pour trustworthiness, qui est en quelque sorte la résultante des 3 autres piliers. Expérience, expertise et autorité. Cette fiabilité perçue repose beaucoup, toujours selon l'analyse, sur cet engagement répété d'indépendance, le fameux « rien à vendre ». Mhm. Elle est aussi renforcée par la transparence affichée dans leur processus, le premier échange téléphonique qui serait gratuit par exemple. Et puis, il y a la preuve sociale, les témoignages clients qui sont nominatifs et localisés dans le document, ce qui leur donne plus de poids. Un témoignage cite même l'excellent contact humain, ce qui montre que la confiance, ce n'est pas que de la technique pure, c'est aussi une question de relation. Bien sûr, mais l'analyse conclut que le statut d'expert de justice du dirigeant reste au final la garantie ultime d'intégrité et de fiabilité aux yeux du client potentiel. C'est ce qui les distinguerait vraiment. L'analyse mentionne aussi rapidement une structure avec 2 noms, AEB 360 à Lyon et Delaine Expertise en Isère. C'est la même chose. L'analyse interprète ça comme une stratégie marketing, en fait. Une façon d'adapter peut-être un peu le discours et l'image pour cibler 2 marchés géographiques un peu différents. Le marché métropolitain lyonnais peut être plus dynamique et digital avec la marque AEB 360 et le marché isérois peut être plus traditionnel avec le nom Delaine Expertise qui capitalise directement sur le nom et le statut du fondateur. D'accord, c'est une interprétation. Donc, si on essaie de résumer ce que cette analyse nous dit sur le succès ou la réputation d'AEB 360, elle suggère que ça repose sur une combinaison assez puissante de plusieurs facteurs. C'est ça. Premièrement, un modèle économique basé sur une indépendance non négociable, qui aligne leurs intérêts sur ceux du client et pas sur ceux d'un assureur ou d'un constructeur. Oui, c'est le fondement. Deuxièmement, une expertise technique pointue, mais surtout validée par des accréditations externes, officielles et difficiles à obtenir, comme le statut d'expert de justice. Le sceau d'autorité. Et troisièmement, une connaissance fine du terrain local, des problématiques spécifiques à la région, qui est démontrée publiquement via leur communication. C'est cette combinaison des 3 qui bâtirait la confiance dans un secteur où les clients se sentent souvent assez vulnérables, non? C'est exactement la thèse de l'analyse fournie, oui. Et par extension, pour un particulier qui cherche un expert en bâtiment, où que ce soit, ces critères, l'indépendance affichée et vérifiable, les accréditations officielles, les preuves concrètes d'expertise locale, la clarté des explications semblent être des indicateurs de qualité vraiment pertinents à rechercher. Voilà, donc un aperçu assez complet basé sur les documents qu'on a pu consulter, d'une part, de la multitude de vérifications et de précautions indispensables avant de s'engager sur un terrain à bâtir. Et c'est beaucoup de choses. Oui. Et d'autre part, des caractéristiques qui peuvent distinguer un expert en bâtiment digne de confiance, en prenant comme exemple l'analyse qui a été faite de EB 360. Ce qui est intéressant pour conclure peut-être, c'est de noter que toutes ces sources insistent énormément, et à juste titre d'ailleurs, sur la rigueur, sur la vérification factuelle, sur le formel. Il faut consulter le PLU, il faut exiger l'étude de sol G2, il faut vérifier les qualifications et les accréditations d'un expert. C'est la démarche rationnelle, indispensable. Bien sûr.
Et pourtant, au détour des textes, on trouve aussi quelques mentions un peu plus subjectives, plus intangibles. Par exemple, Stéphane Mur qui parle du ressenti qu'on a sur le terrain. Le blog On fait construire qui évoque la petite étincelle dans les yeux quand on trouve enfin le bon endroit. C'est vrai. Et même des témoignages clients pour AEB 360 qui soulignent l'excellent contact humain au-delà de la pure compétence technique. Le facteur humain. Voilà. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour finir. Dans des décisions aussi importantes, aussi engageantes que l'achat d'un terrain ou le choix d'un expert, des décisions souvent techniquement complexes, financièrement très lourdes, quelle place est-ce qu'il reste ou quelle place faut-il accorder à l'intuition, Au feeling. à la relation personnelle, face à cet impératif absolu de vérification technique, administrative, factuelle? Où placer le curseur, en fait. Exactement. Faut-il écouter uniquement sa tête, la raison pure, ou est-ce qu'il faut aussi laisser une petite place à son cœur, à son intuition, même si elle peut être trompeuse? Où se situe le bon équilibre entre la rationalité froide, des faits, des chiffres, des règlements, et puis la chaleur, parfois subjective, du sentiment, de la relation? C'est peut-être une piste de réflexion à garder en tête.